Aujourd'hui je vous retrouve pour faire le bilan du Pumpkin Autumn Challenge parce que ça y est, les 3 mois sont déjà écoulés. Que quelqu'un arrête le temps s'il vous plaît parce que moi je ne comprends plus rien. Donc on va faire comme l'année dernière et revenir sur tous les livres que je vous avais présentés dans ma pile à lire. D'ailleurs comme l'année dernière j'ai réussi à lire tous les livres que je m'étais fixés. En même temps j'avais un bon mix quand même de romans et de graphiques. Donc en termes de volume et de temps de lecture c'était pile poil. J'ai d'ailleurs fini un petit peu en avance cette année. Quand je dis que je vais lire un truc, je le lis, c'est comme ça. On verra bien comment se passe le Cold Winter parce que là je fais un petit peu trop ma meuf quand même. Et puis voilà, maintenant je vais vous dire tout ce que j'en ai pensé. J'ai quand même fait globalement de très bonnes lectures. Il y a eu une déception à laquelle je ne m'attendais vraiment pas et je vous la garde un petit peu pour la fin parce que je sais pas, j'ai envie de vous teaser aujourd'hui. J'ai encore passé un super bon moment et puis j'ai déjà hâte d'être au prochain Pumpkin Autumn Challenge. Mais en attendant, il y a quand même le Cold Winter et après ça va être le printemps et l'été, aka la meilleure période de l'année. Donc ne nous pressons pas trop quand même. Et trêve de blabla, je vous présente sans plus attendre tout ce que j'ai lu. Il y a pas mal de graphiques d'ailleurs et si vous voulez voir les dessins, je vous recommande d'aller voir ma vidéo de pal que j'ai faite il y a quelques mois puisque je vais pas vous refaire des inserts puisque je n'ai pas de place sur ma carte mémoire tout simplement. Donc si vous avez envie de voir à quoi ressemblent les graphiques, c'est là-bas que ça se passe. Cette année comme l'année dernière, j'ai commencé mon challenge plutôt tranquille avec une petite lecture mignonne et légère et cette année j'ai lu Minuscule de Takuto Kashiki, c'est le tome 1. J'ai adoré cette lecture, c'est un manga tranche de vie, tout ce qu'il y a de plus adorable dans lequel on suit deux petits personnages qui sont juste ici. C'est des petits personnages minuscules comme le titre l'indique qui mesurent 9 cm de haut et vivent dans la forêt. Ça se présente sous forme de petites scénettes, il n'y a pas vraiment de fil rouge. Et on les suit à toutes les deux qui font leur vie. C'est hyper agréable à lire, c'est tout doux, c'est tout mignon. Je pense que ça plaira aux enfants comme aux plus grands. C'est le genre de lecture qui fait du bien. Ensuite, j'ai eu envie de rentrer dans quelque chose de plus concret en termes de sinistre, de creepy et d'un petit peu flippant. Et du coup, avec Cornelius, on s'est motivé à lire ensemble La 9e maison de Lee Bardugo qui venait à peine de sortir chez De Sexus. Dans cette histoire, on suit une nana qui s'appelle Galaxy qui va à l'université à Yale. Alors elle est arrivée là complètement par hasard et presque sur un malentendu j'ai envie de dire puisque elle n'est pas vraiment là pour réellement faire des études. Elle a une vie assez compliquée, elle a jamais été très bonne à l'école, je suis même pas sûre qu'elle ait fini le lycée d'ailleurs, mais un beau jour un type s'est pointé à son chevet quand elle était à l'hôpital et lui a proposé un marché. Ce marché c'est d'intégrer Yale et plus précisément une société secrète à Yale en échange de quoi elle va les aider au final puisqu'elle a un don, le don de voir les fantômes. La société secrète dont elle fait partie c'est un peu la police des sociétés secrètes, c'est-à-dire que c'est la maison qui en gros qui gère toutes les autres sociétés secrètes et qui s'assure que personne ne fait de la merde. Alors ils font tous de la merde hein, mais jusqu'à un certain point. Et voilà, leur job c'est de surveiller tout ça et de faire en sorte que tout le monde reste quand même un minimum dans les rangs. Ça c'est jusqu'au jour où une nana se fait complètement dézinguer sur le campus. Son cadavre est retrouvé le soir même ou le lendemain et Alex va se douter qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire, il y a quelque chose de bizarre et elle a envie de résoudre ce mystère. À côté de ça, il y a également toute une histoire avec son mentor qui a disparu, personne ne sait ce qui s'est passé, personne ne sait où il est, bref vous l'aurez compris, on est dans une ambiance où la magie règne, mais c'est une magie assez sombre et ça fait partie d'un des points forts du roman je trouve, c'est que la magie n'est pas facile dans cet univers. Elle est dangereuse et souvent cruelle et elle a un prix qui est assez énorme à payer à chaque fois. J'avoue qu'Alex, je sais pas trop où me situer avec son personnage, je la trouve à la fois sympa et en même temps détestable. C'est vraiment la nana qui a eu un passé atroce et alors certes ça se ressent sur son présent et sur sa façon d'être, mais parfois je trouve que c'est un petit peu too much. Je trouve que par exemple, par moment on tombait un petit peu dans le vulgaire avec ce personnage qui certes en a pris plein la gueule, mais je trouve que ça faisait un peu genre
On va mettre des gros mots pour faire style, c'est pas un livre young adulte mais plutôt adulte. Quoi qu'il en soit, l'univers est très riche et hyper bien pensé, ça j'ai vraiment adoré. C'est vraiment un livre qui repose énormément sur l'ambiance, je trouve. On a ce mélange sympa de mystère, de fantastique et un petit peu d'horreur parfois et ça marche hyper bien. Par contre, j'ai trouvé que le début était hyper lent et confus. Il y a un pan d'histoire qui se passe dans le présent, en hiver, et puis il y a tout un autre pan d'histoire qui se passe à l'automne précédent. Et en plus on a des retours dans le passé d'Alex, passé beaucoup plus lointain, voilà, c'est un petit peu difficile de s'y mettre au début je trouve. Et puis j'ai trouvé que le déroulé finalement il était un petit peu facile parce qu'à la fin on a vraiment un peu ce truc à la Totally Spies en mode le méchant arrive, style coucou c'est moi, j'ai fait ceci et cela parce que ça et ça. Et j'étais en mode... Même si Alex s'en prend plein la gueule, j'ai l'impression qu'elle a jamais vraiment été trop en danger. Bref, c'était vraiment pour moi une histoire qui reposait à fond sur son ambiance, sur ce côté magie, société secrète qui est hyper intéressant. Je trouve que les personnages secondaires en fait sont carrément plus intéressants et j'ai hâte de lire la suite parce que j'ai très envie de lire la suite. C'était une très bonne lecture malgré les petits couacs qui n'ont pas trop fonctionné pour moi. Et j'ai hâte d'en voir plus justement sur ces personnages secondaires. Et puis j'ai hâte de voir aussi le personnage d'Alex évoluer un peu parce que je trouve qu'elle... Voilà, elle fait un peu genre gros bourrin, juste pour le plaisir d'être un gros bourrin quoi. Et un petit mot sur non pas le fond mais la forme du roman. Il est truffé de coquilles, de mots qui manquent, de mots en trop, de lettres qui manquent. Et ça j'ai trouvé ça hyper dommage parce que c'était tellement récurrent que vraiment des fois ça me sortait de ma lecture parce que quand en 2 pages il manquait 3 mots, j'étais en mode waouh, c'est dommage. Ça ne change rien au fait que je lirai la suite avec grand plaisir, mais voilà, j'espère que dans le 2e tome, il y aura une plus grande attention à la correction. Ensuite, j'ai enchaîné avec 2 mangas que j'ai tous les deux adorés. D'abord, j'ai lu Monster de Naoki Urasawa, dans lequel on suit ce grand médecin très jeune et très prometteur qui travaille dans un hôpital et qui un soir va devoir faire un choix entre sauver le maire de la ville, qui est donc une personnalité très influente, ou sauver un petit garçon qui s'est pris une balle dans la tête et dont toute la famille a été décimée mais qui n'est pas mort, il est entre la vie et la mort, il a besoin de soins extrêmement urgents. Notre docteur Tenma, qui est un homme de cœur et un homme droit, va choisir de sauver ce petit garçon qui est en plus grand danger que le maire. Plusieurs années plus tard, il se trouve que ce petit garçon qu'il a décidé de sauver est devenu un psychopathe qui assassine des gens pour un motif dont on ignore encore tout, au 1er tome en tout cas. J'ai adoré cette lecture. Monster, c'est un grand classique du thriller en manga. Vraiment, je n'ai rien à dire si ce n'est que je trouve que le suspense est hyper bien maîtrisé. La psychologie des personnages, même si je n'en suis qu'au 1er tome, a l'air extrêmement intéressante. C'est très prometteur pour la suite. Bref, j'ai qu'une hâte, vraiment, c'est de sauter sur le tome 2. Je me suis beaucoup retenue parce que j'ai eu envie de l'acheter vraiment quand je venais de terminer. Mais vraiment, j'ai trop hâte. Et je pense que ça va être une saga extrêmement folle. De toute façon, c'est ce que tout le monde dit. Et je crois les ragots. Un autre 1er tome d'une saga extrêmement connue, elle aussi un petit peu plus ancienne il me semble, puisque je crois que ça a été publié dans les années 90. Il s'agit de Gun de Yukito Kishiro. J'ai absolument adoré aussi. Ici c'est complètement différent de Monster puisque ça se passe dans un monde post-apocalyptique, cyberpunk, dans lequel on suit un cybernéticien. Alors qu'il se promène dans une décharge pour trouver des pièces détachées, j'imagine, il trouve le corps de cette femme qui est une androïde et il va essayer de la réparer et il va lui donner un corps extrêmement puissant. Et cette androïde va devenir une espèce de justicière, de guerrière. On n'est pas du tout sur le même style de dessin, on n'est pas du tout sur le même style de manga, il y a beaucoup de combats mais il y a aussi une histoire très intéressante qui se dessine derrière tout ça, des thèmes très intéressants qui sont abordés. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi badass et féministe. Trop hâte de lire la suite, j'ai hâte de savoir ce qui va lui arriver, quelles aventures elle va vivre. Bref, je pense que ça va être trop cool, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1. On va retourner dans le passé, dans les années 40 à San Francisco. J'ai lu Passing Strange de Hélène
Clagès. Je ne sais toujours pas dire son nom, j'aurais peut-être pu aller regarder quand même. Ici on suit toute une communauté de femmes lesbiennes, bisexuelles dans le San Francisco donc des années 40. Il nous est également dit sur la 4e de couverture que c'est un monde dans lequel règne la magie. Et alors ça c'est quelque chose qui est très peu présent dans ce roman. Et je trouve que c'est presque dommage de faire comme si c'était le point central en fait. Quand l'histoire commence, on suit une vieille dame dont on comprend que toutes les amies sont décédées, qu'elle est très seule et qu'elle va bientôt mourir puisqu'elle a carrément prévu de mourir le soir même il me semble. Et du coup elle va faire un petit tour en ville pour mettre toutes ses affaires en place. Elle va notamment chercher une œuvre très précieuse, très rare, qu'elle va aller vendre à un collectionneur. Cette œuvre, c'est la couverture et c'est une œuvre qui aurait été faite par un célèbre dessinateur de pulp. Vous savez, les pulp, c'était ces magazines fantastiques, un petit peu horrifiques, qui avaient des couvertures très particulières. J'essaierai d'en trouver, d'en mettre ici. Et le collectionneur, quand il voit ce tableau, finalement, se dit putain, c'est ouf, on voit bien que c'est ce dessinateur, mais c'est une œuvre hyper unique puisque ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'il faisait. Notre petite madame parvient à vendre son tableau à prix d'or. Et puis nous, on va découvrir en fait l'histoire de ce tableau et l'histoire de la personne qui l'a peint, qui en fait n'était absolument pas un homme, mais une femme. J'ai adoré l'ambiance hyper envoûtante et évocatrice de ce roman. Je trouve que c'était très beau, hyper émouvant. Ça va, je vous dérange pas? Le principal thème abordé qui est bien sûr le fait d'être queer et plus précisément lesbienne. Dans les années 40, c'est un sujet qui est hyper important, qui est très bien traité je trouve. C'est un roman presque historique en fait, qui a été bien documenté, on le sent. J'ai trouvé les personnages hyper attachants, on suit ce petit groupe de femmes qui sont libres, qui sont indépendantes, solidaires, intelligentes, qui sont pour la plupart des artistes. Et puis on a cette histoire d'amour qui est hyper émouvante, cette plongée dans une époque difficile où il est impossible de vivre son amour au grand jour. Je trouve génial que la couverture ce soit en fait le point central de cette histoire. Si vous lisez ce livre, vous comprendrez. Et d'ailleurs, je la trouve d'autant plus belle et d'autant plus émouvante parce que j'ai l'impression que ces deux femmes qui dansent sous un clair de lune, elles ont vraiment existé puisque j'ai lu leur histoire et que j'ai lu leur amour et c'était tellement beau. Par contre, vraiment, je trouve le résumé complètement à côté de la plaque puisque la magie, elle a son importance mais pas tout au long du roman et c'est plutôt un procédé qui va servir plutôt sur la fin. Donc vraiment je pense qu'il ne faut pas se plonger dans cette histoire en pensant que ça va parler uniquement de magie. C'est surtout un roman historique, c'est surtout un roman engagé. C'est l'histoire d'un amour compliqué et ce soupçon de magie il est là pour apporter une certaine atmosphère et puis je peux pas vous dire mais voilà, il sera pas présent tout au long de l'histoire et en tout cas je vous recommande énormément si les sujets vous intéressent parce que c'était vraiment très très beau à lire. Par contre à lire en français si vous avez un niveau pas top en anglais. Je vous propose qu'on enchaîne avec les deux BD de Malika Ferjouk que j'ai lu pour le Pumpkin. On avait 4 sœurs, donc le premier tome c'était Enid et Sombre Citrouille d'ailleurs dont je vais pas reparler ici puisque j'en ai parlé dans mon vlog d'Halloween puisque je l'ai lu le jour du 31 octobre. 4 sœurs, c'est l'histoire de 5 sœurs en fait, je sais pas trop pourquoi ça s'appelle 4 sœurs. C'est 5 sœurs qui sont orphelines, il y en a une qui a la vingtaine et la plus jeune, on vient de la suivre, elle a quel âge? Elle doit avoir 10 ans à tout casser et du coup il y en a 3 autres entre les deux. On suit leur vie dans leur grande maison en Bretagne je crois, avec le fantôme de leurs parents qui leur apparaît à toutes les 5 à certains moments de leur vie. C'est une BD complètement tranche de vie mais avec ce petit côté un peu spooky parce que ça se passe en automne ou en hiver, il fait froid, elles habitent dans une grande maison un petit peu pas délabrée mais pas en super état non plus, elles se débrouillent toutes seules. Je trouve que les dessins sont magnifiques, j'ai adoré l'ambiance, j'aime beaucoup les personnages. Il y a une des sœurs qui est un peu peste hein, quand même, hein, que j'ai pas trop kiffé.
Mais bon, est-ce qu'on peut leur en vouloir après tout ce qu'elles ont vécu? Un autre petit livre que j'ai lu pendant mon vlog d'Halloween, c'est L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury, que j'ai aussi lu pour le week-end du 31 au 1er novembre, et c'était vraiment le moment parfait pour le lire. Je vous renverrai aussi à mon vlog si un avis un petit peu plus détaillé vous intéresse. C'était une très bonne lecture. Ce qui m'a le plus plu, c'est la plume de Bradbury, parce qu'elle est tout simplement magnifique. Et ici, je trouve qu'on est quand même dans un récit qui est plutôt jeunesse. De toute façon, on suit des enfants et ça a ce petit côté un peu barré, un petit peu à la Peter Pan, moi je trouve, où des enfants vont vivre plein d'aventures dans un autre monde le temps d'une nuit avant de rentrer tranquillement chez eux. Ça a presque un côté onirique et un petit peu théâtral dans la façon dont c'est écrit. J'ai passé un très bon moment. J'ai terminé ma saga Young Adult chouchou The Raven Cycle. J'ai déjà fait des résumés de cette histoire dans toutes les vidéos où j'en parle, donc je ne vais pas vous réinfliger ça encore une fois. Je crois que j'ai pas très envie de l'admettre, mais j'ai trouvé que ce dernier et 4e tome était un petit peu en dessous des autres. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il s'est passé plein de choses et en même temps qu'il s'est pas passé grand chose. Tout s'est dénoué assez rapidement à la fin. Et je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir eu peur pour les personnages, enfin si, et en même temps pas trop. Voilà, je saurais pas comment dire. Je trouve que c'était peut-être une fin un petit peu facile. Je sais pas, j'aurais aimé plus d'enjeux. Je trouve qu'il y avait énormément d'enjeux et au final, ouais, je me suis dit oh ouais, pas si incroyable que ça quand même. J'ai quand même beaucoup aimé ma lecture parce que c'est un livre dont j'adore l'histoire, l'ambiance, les personnages. Voilà, juste une petite sensation de j'en aurais attendu juste un petit peu plus. Les 2 derniers graphiques que j'ai lus pendant ce challenge, le premier c'est Souvenir d'Emanon de Shinji Kajio et de Kenji Tsuruta. C'est un manga extrêmement contemplatif avec assez peu de texte finalement, dans lequel on suit une jeune fille qui en gros possède la mémoire de toute l'humanité. Encore même pas l'humanité parce que en gros tout ce qui s'est passé sur Terre depuis la création de la Terre, de l'univers, elle s'en souvient. J'aimerais pas trop être à sa place. Son âme est donc vieille de 3 milliards d'années, puisque ça se passe dans les années 60 dans le sud du Japon. Voilà, donc ça a ce petit côté SF et en même temps très contemplatif et très nostalgique. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est les dessins qui sont absolument incroyables. Ils sont très beaux. L'histoire m'a pas spécialement marquée, mais en même temps il n'y avait pas vraiment d'histoire, c'est plutôt un instant fugace. C'est l'histoire d'une rencontre sur un bateau. Et puis c'est intéressant, je trouve, de voir ce parallèle entre Emanon, pour qui 30 ans vont passer en un instant finalement, alors que cet homme qu'elle a rencontré sur un bateau a l'impression de l'avoir attendu toute sa vie parce qu'il ne la reverra plus. Enfin, c'est très intéressant, c'est un peu le genre de sujet qui me fait bader, j'aime pas trop y penser en détail, hein. Le premier tome d'un comics très connu que j'ai lu et que j'ai absolument adoré, Lock and Key de Joe Hill et de Gabriel Rodriguez. Ici c'est donc le premier tome, bienvenue à Lovecraft. Pour être honnête avec vous, les dessins, c'est pas ma came. Je vous laisserai aller voir ma vidéo pile à lire si vous voulez avoir un petit aperçu. J'ai craché dans le livre. Les dessins, c'est pas ma came, mais ils font le taf. Ils se prêtent bien à l'histoire, je trouve. Et l'histoire, justement, c'est ce qui m'a le plus plu, puisqu'ici, on va suivre une famille qui retourne vivre dans la maison d'enfance du papa qui vient de se faire dézinguer par 2 mecs hyper chelous qui, au final, étaient un petit peu possédés, je pense, quand ils ont assassiné le père. Et dans cette maison, le petit garçon va découvrir qu'il se passe plein de choses bizarres. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est atmosphère hyper glauque, grande maison, histoire de meurtre, la crainte un peu que les meurtriers reviennent les chercher parce que parce qu'on sent qu'ils n'ont pas fini ce qu'ils avaient à faire. Et puis au milieu de tout ça, il y a une espèce de créature bizarre dans le fond d'un puits qui arrive à obliger les gens à faire des choses, et c'était totalement flippant.
j'ai adoré l'ambiance, vraiment j'ai hâte de lire la suite parce qu'en plus le premier tome il se finit sur un truc, j'étais en mode oh my god. J'ai lu un grand classique, il en fallait bien un quand même, au moins dans cette vidéo. Bérénice de Racine, que j'ai terminé hier soir. Que dire, c'est Racine, c'est extrêmement bien écrit. C'est l'histoire de Titus, qui est empereur romain et qui est fou amoureux de Bérénice, sauf que Bérénice, c'est la reine de Palestine. Et il craint que Rome ne s'insurge puisqu'il doit reprendre le flambeau à la mort de son père, et il a peur que Rome n'accepte pas Bérénice pour impératrice, et il décide donc de la quitter. Vous imaginez bien, c'est une tragédie, donc voilà, c'est des grands sentiments, des amours impossibles. C'était tellement beau à lire. Bref, il n'y a pas grand chose à en dire, si ce n'est que j'ai adoré, que voilà, Racine, ça sonne comme de la musique, hein, c'est des alexandrins. Donc forcément, c'est magnifique à lire. Puis moi, j'aime beaucoup les tragédies. Tu sais, dès que tu commences, que de toute façon, ça va mal se finir, donc t'as pas de surprise. Mais j'aime bien un peu quand tout le monde souffre à la fin, parfois, ça me ravit. Maintenant, je vous propose qu'on parle de ma déception. Et puis ensuite on parlera d'une très très bonne lecture, mais attachez-vous à votre slip parce que je pense que vous n'êtes pas prêts, puisque j'ai été déçue par Daphné du Maurier. Le bouc émissaire que j'ai lu à peu près au milieu du challenge et qui m'a presque mis un petit coup de mou après quand je l'ai terminé, puisque je me suis dit oh non. Bon, déjà on va remettre les choses à leur place. C'est Daphné du Maurier. C'est un bon livre, c'est très bien écrit, c'est bien maîtrisé, mais en fait j'en attendais tellement plus que forcément j'ai été un petit peu déçue. Je vous avais déjà résumé vite fait l'histoire. On est au Mans dans les années... je sais plus quelle année, je crois que c'est les années 50. Un jeune anglais va tomber sur son sosie en tout point, qui est lui français. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, ils ont la même voix, ils ont les mêmes mimiques, bref. Ce mec français qu'il rencontre prend son identité et se barre avec toutes ses affaires, sa bagnole, il part sans laisser de traces, et du coup notre jeune personnage principal, qui est donc lui anglais mais qui parle français à la perfection, se retrouve dans la peau du français, avec vraiment le valet qui vient le chercher à l'hôtel le lendemain matin. Au début il essaie d'expliquer que genre waouh, il y a un gros quiproquo, c'est pas moi, mais personne ne le croit bien évidemment, d'autant que le français qui s'est fait la malle avec son identité est un homme assez, comment dire, farceur, je ne saurais comment le décrire. C'est pas quelqu'un d'extrêmement sympathique. Bref, moi je suis là en train de me dire oh mon dieu, mais qu'est-ce qui va se passer, genre il va pas rentrer dans le jeu. Sauf qu'il se trouve que notre personnage principal est un homme qui n'a aucune attache. Son travail lui plaît mais sans plus en Angleterre. Il n'a pas spécialement d'amis, il n'a pas spécialement de famille, c'est quelqu'un qui se sent très seul, il est très solitaire et il se sent énormément en retrait du monde. Il a l'impression de regarder les gens vivre et de ne prendre part à rien. Donc forcément, s'il a l'opportunité d'avoir finalement une famille, des gens qui l'aiment et qui l'attendent, une grande maison, un business, eh bien il se dit pourquoi pas, hein, on va essayer, ça peut être fun. Complètement barré, je me dis ok, le mec finalement il monte dans la voiture avec le valet et il rentre chez lui, il retrouve sa femme, sa fille, sa mère, son frère, sa belle-sœur. Bref, on arrive dans cette famille et là vraiment on se dit bah déjà ils remarquent pas, genre c'est des grands malades. Moi je pense que quelqu'un prend l'identité de quelqu'un avec qui je vis, c'est cramé quoi. Mais bon, personne ne remarque rien, soit. Et donc là on a une plongée qui moi m'a plutôt terrifiée dans cette famille dont on sent qu'il y a beaucoup de non-dits. Il y a des secrets qui planent, il y a des relations un petit peu ambiguës, et au fur et à mesure on découvre des trucs et à chaque fois je me disais oh putain ça va mal terminer. Et on a un début comme ça assez rythmé où on apprend pas mal de choses et où moi je me disais genre ils sont embarqués dans une grosse merde et vraiment je sais pas comment il va faire pour en sortir, surtout que
j'imagine bien que le français il va peut-être revenir à un moment, enfin bref. Et puis là je lis, je passe le tiers du roman et puis au final après les révélations du début et cette espèce de stress qui monte et de pression et un peu d'angoisse, et bah il se passe plus grand chose. Et là je me dis bon bah je sais pas, ce serait bien qu'il y ait de l'action. Et c'est ça qui m'a manqué, il m'a manqué de l'action, il m'a manqué des enjeux finalement parce que cette histoire est tellement énorme, je me dis il ne pouvait que se passer des trucs absolument énormes et finalement vraiment j'ai attendu 70 pages de la fin avant que tout se chamboule un petit peu et qu'on avance et qu'on accélère et qu'enfin il se passe des choses. Et c'est ça que j'ai regretté, c'est que vraiment pendant le milieu de l'histoire je me suis ennuyée. J'ai adoré le début où je me suis dit oh là là, genre la pression monte et qu'est-ce qui va se passer? Et au final bah il se passe pas grand chose. Et à la fin, tout s'accélère. Là tout à coup oui le contrat de lecture il est rempli parce qu'il y a des enjeux et parce que voilà, tout ce que j'attendais depuis longtemps se produit enfin. C'était ma petite déception et ça a été tellement lent à un moment donné qu'après ouais je l'ai terminé et je me suis dit qu'est-ce que je vais lire parce que j'ai besoin de quelque chose qui sera un petit peu plus rapide. C'était néanmoins un très bon livre, c'est extrêmement bien écrit encore une fois, mais ouais j'en attendais plus et j'ai été un petit peu déçue. Mais bon, je pardonne à Daphné parce que c'est Daphné quoi. Et puis enfin j'ai terminé avec un gros coup de cœur, encore une fois de la littérature classique canadienne. Je m'étais trompée dans ma vidéo pile à lire, j'avais dit que c'était britannique. Anne de Green Gables. Admirez cette magnifique couverture, la maison d'édition Toussaint Louverture a fait un magnifique travail, c'est un livre hyper agréable à prendre en main, très beau, qui a été très bien traduit. Vous en avez peut-être un petit peu marre de voir passer ce livre partout puisqu'il circule sur YouTube, sur Instagram, tout le monde en parle, mais à raison puisque c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est un livre qui m'a fait énormément de bien. On va suivre cette petite orpheline qui est adoptée sur un malentendu par une sœur et un frère qui ont à peu près la soixantaine et qui ont besoin d'aide à la ferme. Et du coup eux ils voulaient un garçon pour les aider aux travaux. Et finalement c'est Anne qui débarque, Anne et ses cheveux roux, Anne et ses petites taches de rousseur, Anne qui est une petite fille adorable, la plus grande drama queen de l'histoire de la littérature peut-être, parfois agaçante mais en même temps tellement toujours émerveillée par tout ce qui l'entoure qu'on ne peut s'empêcher d'être émerveillé à notre tour. Je fais des rimes, Racine sort de ce corps. C'est un roman et une plume surtout qui est extrêmement évocatrice. Moi j'avais des images en tête à la Terrence Malick, je vous jure, tellement c'est cinématographique, tellement c'est beau, j'imagine des rayons de lumière dans la prairie, enfin c'est magnifique, les personnages sont extrêmement attachants, Anne bien évidemment, mais aussi cet homme et cette femme qui l'ont recueilli, notamment Marilla qui est typiquement, c'est l'archétype de la femme un petit peu bourrue qui aime pas montrer ses sentiments mais qui n'en pense pas moins. J'adore ce genre de personnage. C'est vraiment une ode à la vie en fait, à la vie, à l'amour, à la nature. J'ai absolument adoré ce livre. Je ne sais même pas quoi dire d'autre en fait. J'ai très envie de regarder l'adaptation sur Netflix parce qu'elle a l'air hyper belle. J'ai vu un petit bout du trailer et je me suis dit oh mon dieu ça a l'air tellement bien fait. Je vous le recommande si vous avez besoin d'un petit pansement sur votre cœur, si vous avez besoin de quelque chose de doux et de tendre et de lumineux, vraiment c'est ce qu'il vous faut. Et voilà, ce bilan est terminé. J'ai l'impression que j'ai filmé pendant 100 ans. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez fait de belles lectures, vous aussi si vous avez participé au challenge. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.